Magnifique. Bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est un grand plaisir que je vous accueille au sein de cette conférence formation, donc intitulée Raconter son histoire pour changer le monde avec Sarah Durieux. Avant de lui donner la parole, je voulais me présenter. Je m'appelle Steven Tambouni, je suis l'un des co-initiateurs d'Agisson et actuellement co-animateur du pôle Action. Et aujourd'hui, je serai le modérateur de la séance. Puis je tiens aussi à remercier et indiquer que Aurélien et Émilie sont les personnes qui se chargeront de la modération technique. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez également leur écrire. Et avant de se lancer un peu, je voulais vous dire en deux mots, c'est quoi Agissons, si par hasard vous ne l'avez pas encore, vous ne connaissez pas. C'est un mouvement citoyen et apartisan qui vise en fait à lancer des vagues d'initiatives populaires partout en Suisse. Et pour ça, on va commencer par 5 initiatives dans le canton de Vaud. Ces 5 initiatives, on les a déjà choisies à travers un processus de consultation populaire. La première, c'est pour une chambre citoyenne législative et représentative. La deuxième, pour la transparence et le plafonnement des financements politiques. La troisième, pour la fin des privilèges fiscaux des multinationales et une taxation juste vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. La quatrième, pour une taxe progressive sur les dépenses publicitaires indécentes. Et la cinquième, pour une restauration durable, locale et saine. Mais toute l'histoire ne s'arrête pas au canton de Vaud. C'est pourquoi, avec Agisson, on vient d'entamer les premières démarches pour que, en fait, des petits Agissons prennent place également à Genève, à Neuchâtel, à Fribourg, à Bâle, un peu partout où en fait ce sera possible dans les autres cantons. Donc, où que vous soyez, rejoignez-nous car ensemble, c'est comme ça qu'on pourra être une force immense. Mais aussi et surtout, Agisson souhaite s'inspirer des expériences ainsi que des méthodes et outils de ce que l'on peut qualifier du community organizing, qu'on va traduire ici par organisation collective, et notamment toutes les différentes branches de cette tradition politique qui se sont développées ces dernières décennies. Donc, si vous désirez découvrir un peu cette question, je vous renvoie vers un récent direct Twitch qu'on a fait en fait hier et qui est disponible sur notre chaîne YouTube si c'est une question qui vous intéresse. Et aussi, je peux vous renvoyer vers une ressource qui s'appelle organisez-vous.org qui explique aussi très bien. Euh, mais pour explorer et discuter de cette question, en fait, ce qu'on va faire, c'est organiser un premier cycle de conférences et de formation. On veut en fait avoir un rythme d'une rencontre par mois afin de traiter un peu collectivement de cette thématique. Et en fait, c'est dans ce cadre qu'on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Durieux qui va nous parler d'un aspect important de l'organisation collective qui est la question du storytelling, voire même plus précisément du storytelling relationnel. Elle nous dira exactement ce que c'est. Et qui est-elle? Sarah Durieux, c'est une autrice, formatrice, consultante en mobilisation et organisation collective. Elle a travaillé en fait pendant presque 10 ans à Change.org France, dont elle a été la directrice. Elle est notamment l'autrice d'un ouvrage, il faut le dire, qui nous a beaucoup inspiré, Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir, qui est publié aux éditions First en 2021. Et je vous le recommande vivement. Et si vous désirez vous le procurer, écrivez-nous parce qu'on en a toute une série d'exemplaires à notre local qu'on peut vous prêter ou vous vendre. Alors, comment ça va se passer concrètement, cette séance? Sarah va commencer par une présentation plus théorique d'environ une trentaine de minutes, puis il y aura 15 minutes pour des questions-réponses. Après ça, on va passer à la phase plus pratique en faisant 15 minutes un exercice individuel avant de créer en fait des petits groupes de 3 à 4 personnes afin que vous puissiez en fait partager votre histoire avec d'autres personnes. Et enfin, on terminera en revenant en plénière, c'est-à-dire toutes et tous ensemble pour partager 2 ou 3 de vos histoires et conclure. Un petit dernier point technique avant de céder la parole à Sarah, c'est-à-dire si vous, en fait, vous pouvez dès à présent, je pense que vous n'avez pas encore des questions, mais posez en fait vos questions dans le chat. Comme ça nous permet en fait de les avoir et ensuite, on les prendra à la fin de cette première partie. Et puis voilà, je vous remercie encore d'être là. Ça fait plaisir de voir plein de gens. Et maintenant, je passe la parole à Sarah pour une trentaine de minutes pour sa présentation. Merci beaucoup, Steven. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous voir, ou presque. Pour l'instant, je vois surtout vos prénoms avec des petits trucs rouges barrés. Mais j'espère que je verrai vos visages tout à l'heure quand on entrera dans la partie pratique. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et Steven m'a présenté, donc je vais pas parler plus longtemps de moi, mais en tout cas, juste vous dire que je suis vraiment ravie et inspirée de voir que le mouvement pour la justice se répand partout en Europe. Et aussi, du coup, dans la francophonie en particulier, j'avoue. Ça, c'est mon petit côté française
fallait que je dise un mot sur le sujet, mais ravie de voir que l'existence de ce collectif et aussi à la place que vous mettez dans la question de l'apprentissage et du partage des pratiques. Je pense que ça reste quelque chose de fondamental dans le fait d'obtenir gain de cause sur nos sujets, c'est de savoir apprendre et partager ces pratiques pour être le plus efficace possible. Donc tout ce que je vais partager avec vous, c'est à la fois un mélange d'expériences on va dire, plus collective que j'ai eue avec des militants, des activistes, mais aussi des approches qui ont été théorisées par certains praticiens. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant dans le partage du savoir, c'est de faire le lien entre ce qu'on a expérimenté et comment est-ce qu'on peut ensuite le décortiquer pour en faire des méthodes. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer par partager mon petit... Je suis partageuse. Partager l'écran. Tac. Donc, je vais vous partager mes slides pour l'instant. Et puis après, bien sûr, je vous remettrai en visibilité. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement pardon, de la question des histoires et en particulier des histoires incarnées individuelles dans l'impact des campagnes citoyennes. Donc pour moi, la partie, on va dire, je n'utilise pas ce mot, donc storytelling, mais raconter des histoires, ça fait partie de tout l'écosystème qu'on a besoin de mettre en place quand on veut faire du community organizing, quand on veut faire des campagnes d'impact qui impliquent les gens. Donc là, juste être conscient qu'on est vraiment sur cette question spécifique des récits. Et donc, je vais essayer de partager avec vous à la fois des conseils, mais aussi des apprentissages que j'ai eus au fur et à mesure de ces années. Ma mission de vie qui va s'exercer de manière hyper différente en fonction de mon militantisme, des organisations dans lesquelles je travaille, etc., qui est vraiment de lutter contre les injustices en aidant en particulier chaque personne à puiser du pouvoir dans son histoire. Et comme vous vous intéressez aux questions de community organizing, vous savez que le cœur du community organizing, c'est comment est-ce qu'on développe du pouvoir collectif. Et moi, je pense que ce qui est aujourd'hui ma mission de vie, et c'est le sens de cette formation aujourd'hui, c'est d'aider les gens à développer ce pouvoir collectif par le partage de leurs histoires personnelles et du coup, pour construire des histoires collectives. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le cadre dans lequel je pense qu'on doit raconter nos histoires. Raconter nos histoires, j'y reviendrai après, c'est pas raconter des belles histoires qui font rêver les gens, c'est être vrai, c'est être authentique, c'est être ancré dans ses valeurs et ancré dans l'histoire, dans son histoire personnelle et de partager ce qu'on pense pouvoir partager. Et je reviendrai après sur qu'est-ce qu'on pense pouvoir partager et qu'est-ce qu'on préfère ne pas partager. Donc voilà, c'est vraiment le but d'aujourd'hui, c'est ancrer notre action dans notre histoire et je vais vous expliquer spécifiquement pourquoi c'est important au-delà de la valeur communicationnelle dont on parlera tout à l'heure. D'abord parce que, comme vous l'avez compris et en racontant mon histoire, parfois on ne le conscientise pas forcément, mais en général, c'est notre histoire qui détermine notre activisme. C'est parce qu'on a vécu certaines choses de manière consciente ou inconsciente, là aussi ça peut être un travail de conscientisation, qu'on a envie d'agir sur le monde et beaucoup d'études, beaucoup de recherches montrent que les personnes qui sont activistes sont souvent des gens qui ont développé une forme de curiosité, d'empathie pour le monde, mais aussi parfois, malheureusement, qui ont été victimes de certains traumatismes qui les ont obligés et poussés à aller dans l'action. Cette histoire, elle nous permet aussi de légitimer notre action. Pour des raisons démocratiques, pour des raisons morales, on a besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui agissent sur des sujets sur lesquels qui les concernent directement, parce qu'on a aussi beaucoup trop de personnes qui parlent à la place des autres, et je suis sûre que ça vous évoquera plein de choses quand je dis ça. Donc notre histoire, elle nous permet de légitimer notre action en ce sens où elle nous permet de dire « je suis concernée, c'est quelque chose qui m'affecte directement et voilà pourquoi aujourd'hui je prends la parole ». Troisième élément qui est important, c'est que notre histoire, elle crée de l'empathie. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a vraiment cette chose qu'on a besoin de craquer, nous, dans les mouvements militants, que notre opposition a très bien compris et utilise largement, qui est que les gens vont s'engager dans l'action, vont croire en une vision du monde, pas sur la base de faits évidents, sinon je pense qu'on a suffisamment diffusé aujourd'hui dans les grands médias le rapport du GIEC pour que tout le monde soit conscient qu'en fait il faut agir sur la question climatique. Si ça n'était qu'une question de faits partagés pour pousser les gens à l'action, alors on aurait déjà l'ensemble de la population dans les rues de nos villes et de nos pays. Donc c'est les histoires, c'est l'empathie, c'est l'expérience, ce sont les valeurs qui poussent les gens à l'action. Donc raconter son histoire, c'est aussi s'assurer d'entrer en connexion avec les gens pour leur permettre d'agir.
Et donc, ça rejoint le point numéro 4 sur le fait que ça nous permet de nous connecter aux autres. Et notamment, on verra un exemple tout à l'heure, quand on n'a pas vécu la même chose que quelqu'un, on ne peut pas tous avoir vécu exactement la même chose, mais on a besoin de créer des liens entre nos expériences, nous connecter aux autres par le biais de nos histoires, par le biais de valeurs partagées. C'est un des moyens d'aller à la rencontre de quelqu'un qui peut-être n'a pas du tout eu la même vie que nous, mais qui peut partager certaines choses. Donc, ça sera très concret quand je vous montrerai les exemples tout à l'heure. Et donc, les histoires amènent les gens à agir. Là encore, c'est un des éléments qui nous permet d'être le plus efficace. C'est d'utiliser les narratifs, d'utiliser les histoires pour connecter aux gens, pour les pousser à l'action. Je regarde juste régulièrement le chat pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas. Ouais, alors, ça, c'est, on va dire que toute cette question des histoires, moi, j'étais plutôt une praticienne qu'une théoricienne du storytelling, puisque, en fait, quand on travaillait sur des campagnes chez Change.org, on avait vraiment cette approche pour des raisons démocratiques dont je vous parlais tout à l'heure, de en fait, qui parle et comment est-ce qu'on peut donner aussi la parole à des personnes directement concernées sur leur sujet. Donc, on avait une approche qui était plutôt de dire aux gens, bah voilà, si vous voulez emmener les gens, les connecter, racontez votre histoire, expliquez qui vous êtes, pourquoi ça vous concerne, pourquoi c'est important. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, un peu comme vous, j'ai commencé à suivre des formations et j'ai commencé à creuser et j'ai découvert Marshall Gantz, avec qui j'ai suivi une formation il y a maintenant 2 ans de ça, qui travaille sur une méthodologie. Donc, lui, il a travaillé vraiment sur une méthodologie précise qu'il appelle Public Narrative, qui justement reprend cette idée que le récit, la narration individuelle, elle est fondamentale dans la construction de mouvements sociaux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle nous permet d'amener des gens vers nous, donc de faire grandir les mouvements, mais aussi elle permet de créer de la solidarité dans des mouvements existants parce qu'elle crée justement du coup une connexion très profonde entre les membres de ce mouvement. Donc son idée, c'est vraiment que l'histoire, et quand il parle d'histoire, on n'est pas sur du storytelling corporate, on est sur l'idée de réfléchir à quelles sont vraiment authentiquement nos valeurs profondes, ces valeurs, comment elles ont été forgées par nos histoires et comment en la racontant, on peut générer des émotions, des connexions qui vont pousser les gens à l'action. Donc ça, c'est vraiment l'approche de Marshall Gantz que vous voyez sur la photo à droite, qui, juste pour le situer, est un organisateur qui a travaillé sur différents mouvements, notamment des mouvements au Texas, je ne veux pas dire de bêtises, des mouvements de travailleurs qui ont voulu défendre leurs droits, mais aussi sur le mouvement des droits civiques un petit peu plus tard aux États-Unis, et qui est aussi un des organisateurs de la campagne de Barack Obama, la première campagne de Barack Obama. Je crois qu'il a bossé aussi sur la seconde. Donc, selon Gantz, en fait, cette méthode du public narrative, le narratif, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait trois parts, 3 aspects. La première part, c'est ce que lui, il appelle story of self. Donc, je vous ai fait une traduction francophone pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre mon accent anglais. Mon histoire, story of self, c'est ce que j'ai dit à l'instant, quelles sont mes valeurs. C'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là, quand je vous ai expliqué mes 3 slides avec ma famille. Quelles sont mes valeurs, d'où viennent-elles et pourquoi est-ce qu'elles me poussent à m'engager. Dans le récit, il faut qu'il y ait une part de cette histoire individuelle, qui je suis, pourquoi je parle. Deuxième partie pour Marshall Gantz qui est très important, c'est l'histoire commune. Et ça, c'est assez fondamental parce qu'on voit très souvent des gens dans les mouvements sociaux qui vont utiliser les histoires personnelles, mais qui ne la connectent pas à une histoire collective. Et en fait, ce n'est pas uniquement en entendant l'histoire personnelle d'une personne qu'on a envie d'agir, c'est quand on voit qu'elle se connecte à une histoire qui peut nous sembler être aussi la nôtre. Donc finalement, l'idée de l'histoire collective, Story of Us, c'est l'idée qu'il y ait des expériences ou des valeurs qui sont universelles et qui sont partagées par le plus grand nombre. Et l'art, entre guillemets, de raconter un récit qui engage, c'est d'arriver à définir quelle est cette histoire commune, quelles sont ces valeurs communes au-delà de nos expériences qui divergent. Et enfin, la troisième partie, selon Marshall Gantz, c'est l'histoire du moment, donc Story of Now, c'est-à-dire qu'on a besoin d'amener les gens à agir, donc on est dans la construction de quelque chose qui est progressif, qui je suis, pourquoi je parle, en quoi ça vous concerne aussi et pourquoi c'est le moment d'agir. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, que vous avez certainement vu dans différentes campagnes. Il nous reste 24 heures, il nous reste 1 mois, etc. Donc, mais c'est cette idée avant tout de dire pourquoi c'est important d'agir et pourquoi on peut avoir un impact. Certaines personnes utilisent la question de la théorie du changement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut faire une différence? Mais globalement, l'histoire du moment, c'est à la fois montrer l'urgence et la possibilité de réussite dans le narratif.
Donc ça, c'est Gans. Vraiment, il dit, pour avoir un récit qui fonctionne, il y a l'histoire, mon histoire, l'histoire du nous et l'histoire du monde. J'espère que vous me suivez. Faites-moi signe dans le chat si, si tout va bien. Envoyez-moi un petit quelque chose. Je vais m'assurer que je ne sais pas encore endormi. Ah, j'ai vu un pouce. Ok, je continue. Donc, je vais vous montrer deux exemples, justement, pour qu'on mette un petit peu en image ce que ça veut dire, l'histoire du nous, etc. Et donc, je vais vous montrer deux extraits qui sont à peu près de la même période, pendant la campagne présidentielle en France, donc en 2022, il y a quelques mois. On va voir un extrait de Anne Hidalgo et un extrait de Sandrine Rousseau. Comment je fais? Voilà. Et je vais vous demander d'écouter les deux interventions et de réfléchir à qu'est-ce qui est différent entre ces deux interventions, bien entendu au regard de ce que je viens d'expliquer dans la précédente présentation. J'ai encore 10-15 minutes, pas parfait. Beaucoup de femmes partout en France qui viennent me voir, qui me disent « Portez notre voix, portez notre vie ». Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce pays où les femmes sont là, les supplétives des hommes, elles sont là pour passer des plats. Et c'est normal, on soit là pour passer les plats. Eh bien non, le moment est venu que les femmes aussi occupent les premiers rangs. Et je le dis, une femme présidente de la République, si je suis cette femme présidente de la République, eh bien j'aurai rendez-vous avec les femmes françaises. Bien sûr avec les hommes, parce qu'il faut que les hommes nous aident et ils nous aident. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous aident. Mais le moment qui consiste à dire, écoutez, on va s'occuper de vous, faites-nous confiance et finalement, filez-nous la possibilité de vous représenter, ok, avec vous, mais pas sans nous, et pas sans nous au premier plan. Vous savez, je vois beaucoup de femmes partout en France. Donc vous entendez mal? Est-ce qu'il y a besoin que je la repasse? Vous avez à peu près compris le propos. Ça va? Ok. Je vais essayer de mettre la seconde en mettant un petit peu plus fort. J'espère qu'on entendra mieux. Ma présentation, je suis économiste, je suis vice-présidente de l'Université de Lille, j'ai été porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et si je me présente à cette présidentielle, à cette primaire pour la présidentielle, c'est pour une raison assez simple en fait, et que je vais poser ici assez calmement. Et quand j'entends mon collègue Jean-Marc Governatori, je me dis qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. C'est en fait que mon humiliation a des limites. Et cette humiliation, quelle est-elle? Cette humiliation, ça a été quand Emmanuel Macron, président de la République, a balayé d'un revers de main le mouvement de milliers de femmes, dont je faisais partie, qui luttaient contre les violences sexistes en nommant à la tête de la police un ministre lui-même accusé de viol. Et je vais vous dire que cette humiliation que j'ai subie moi, que nous avons subie, fait en fait écho à l'humiliation de millions de Français et de Françaises qui vivent un racisme systémique, qui vivent des violences et qui vivent des discriminations, qui vivent une inégalité et qui vivent aussi cette espèce d'arrogance du pouvoir. Alors je vous le dis, oui, on va changer le récit de cette différentes humiliations en communauté, si je me résume bien. Les femmes, il n'y a pas de communauté, il y a juste une société française avec des citoyens et des citoyennes françaises qui ne subissent pas la même chose selon leur couleur de peau, selon leur sexe, selon la manière dont ils sont valides ou si leur corps est en situation de handicap. Et en fait, ça, c'est inadmissible. Et je vous le dis, selon leur sexualité, ces discriminations-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, sont inadmissibles. Et en fait, ça n'est pas une option dans un projet politique, c'est profondément au cœur de la transformation écologique, parce que si on ne change pas la structure du pouvoir et la structure de notre société, on ne changera pas notre manière de consommer et notre manière de produire. Et donc j'arrête, je me permets, excusez-moi pour Sandrine Rousseau. Et donc je vais revenir sur mon slide. En fait, je vais arrêter de partager et j'aimerais bien potentiellement avoir... maintenant, je n'ai pas le droit d'avoir vos visages, c'est très très triste. Mais c'est pas grave, je vais remettre ma petite slide. Désolée, je ne suis pas la meilleure sur la technique. Du coup, je voudrais poser juste deux questions et ça fait partie de mes 30 minutes de présentation, ne vous inquiétez pas. Quelle différence vous voyez entre les deux récits et qu'est-ce qui, selon vous, marche ou ne marche pas? Et n'hésitez pas à soit vous mettez une petite étoile dans
dans le chat, soit vous pouvez lever la main. Est-ce que je vois les mains qui se lèvent? Quelqu'un veut y aller? J'ai l'impression que tout le monde est très timide. Ah, vas-y, Alexandre. Alexandre, tu as levé la main, tu veux prendre la parole? Je crois qu'il peut Oui, pas. voilà, vous m'entendez? Ok. Vas-y, Alexandre, on t'entend. Alors moi, je voulais juste distinguer le fait que, alors Sandrine Rousseau, elle se sent vraiment partisane du mouvement. On sent que dans sa manière de parler, elle est vraiment active. Elle dit elle-même que c'est elle qui a été victime de certaines injustices sociales, tandis que chez Anne Hidalgo, il y a vraiment une distanciation qui est assez importante par rapport à la population. Elle est plus dans la représentation plutôt que dans le mouvement personnel. Absolument. Merci beaucoup, Alexandre. Tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que tu as trouvé le point que je voulais montrer avec cette vidéo. Il y a d'autres personnes dans le chat qui ont partagé cette idée-là. Il y a Steven qui dit « incarner, relier un récit collectif ». Olivier qui dit « une parle en général, l'autre parle de son nom ». En son nom, la première a l'air de se positionner à l'extérieur du groupe alors que la deuxième s'inclut dans le discours et le ressenti. Est-ce que, Joanne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, donc il y avait un... Donc effectivement, ça c'est ce qui marche. Hein. Je trouvais que c'est ce qui marchait assez bien avec Rousseau, c'est cette implication personnelle. Mais en même temps, il y a quelque chose, je trouve, qui marche moins bien. C'est que, et c'est pas évident, parce qu'en même temps, elle parle de sentiments d'humiliation. Donc elle s'est sentie humiliée, donc victime de quelque chose. C'est des sentiments qui sont vraiment pas faciles. En même temps, il faut beaucoup de courage hein, pour parler, dire publiquement qu'on s'est senti humilié. Mhm. On le ressent dans sa voix qui tremble à un moment donné. Mhm. Et quand on se met dans ce genre de posture-là, c'est violent hein, quelque part. Enfin, c'est violent pour soi-même et pour les autres. Mhm. Absolument. Et c'est extrêmement direct comme elle le fait. Elle passe de « bonjour, je suis économiste », donc en gros, je suis quelqu'un on va dire, des classes dominantes, qui est une personne aisée, enfin voilà. Bam, je suis humilié. Le sujet est très sensible en même temps. Ça peut être, ça peut être violent, ça peut être peut-être trop direct. Ouais. Peut-être que d'un côté, être capable de prendre un petit peu du détachement d'Anne Hidalgo, on va dire, ou de la comment dire, du politiquement correct, ou un peu ces sentiments où, voilà, on fait ça avec les hommes. Mhm. Il y a quelque chose de très fédérateur dans son discours qui n'est pas assez mis en valeur, peut-être, dans celui de Rousseau. Et ouais, Joanne, je suis désolée, je te coupe, mais parce que je veux respecter le timing, mais je te remercie pour ton intervention et pour ta contribution. Je pense qu'en tout cas, au-delà de, voilà, après on pourrait aller dans le détail des arguments utilisés, de l'inclusion ou non d'autres personnes, de la question de la classe et comment ça joue ici. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment vous montrer dans la différence d'un récit qui est incarné et un récit qui n'est pas incarné, c'est ça. Et surtout, je pense que l'exemple de Sandrine Rousseau, il est intéressant parce qu'elle fait du je et elle fait du nous. Donc en fait, elle fait le je de moi en tant que femme qui était victime de violence, nous féministes qui ont été victimes de violence, et elle utilise le mot d'humiliation. Et c'est intéressant dans le contexte français, si vous avez suivi un peu la manière dont la posture d'Emmanuel Macron a été décrite par beaucoup de personnes, c'est une posture un petit peu d'humiliation justement. Il y avait cette scène notamment d'un homme qui dit « je n'ai pas de travail », Emmanuel Macron lui dit « il suffit de traverser la rue ». Et donc cette personne a témoigné ensuite de ce sentiment d'humiliation. Donc c'est pas pour rien qu'elle utilise ce sentiment. Donc ce que je trouve intéressant, et honnêtement c'est très dur de trouver des exemples parce que c'est quand même une pratique qui est assez peu répandue, et comme quelqu'un l'a dit à juste titre, il y a une espèce de distanciation dans le politique de le fait qu'en fait ils sont aussi des hommes et des femmes qui font partie de notre société, et ils doivent être inclus. Donc c'est dur de trouver des exemples, mais en tout cas cet exemple-là, pour moi, il articule bien la question du je, moi Sandrine Rousseau, du nous,
femmes victimes de violences, personnes humiliées, et du maintenant, on a besoin de prendre en charge cette question des discriminations parce que ça ne peut plus durer au XXIe siècle, etc., etc. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de à quoi ça peut ressembler en étant conscient qu'on ne va pas très très loin quand même dans la question des valeurs. En tout cas, c'est difficile, c'est un exercice qui est encore difficile en particulier dans le milieu politique, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser en tant que militant et militante sur différents sujets. Je vais essayer de ne pas complètement exploser le compteur. Donc je vais avancer un petit peu sur la suite. Je pense qu'il y a quelque chose qui est Méluche a assez bien fait ça cette semaine, cette campagne aussi. Ah oui. Désolée, je passe vite, Tim, et merci pour la contribution. Donc sur le récit, en fait, finalement, ce que ça conclut, c'est que c'est pas forcément les chiffres, les arguments, mais c'est plutôt des valeurs partagées via des expériences vécues qui vont engager les gens. Et donc, un narratif, c'est comme une bonne histoire qu'on vous a racontée quand vous étiez petit. Il y a des personnages. Donc, les personnages, ça peut être nous, ça peut être des gens avec qui on travaille, ça peut être des gens avec qui on milite, des épreuves à surmonter, mais aussi des enjeux réels de victoire et de défaite. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens d'ouvrir leur écoute et de les inviter à l'action. Et c'est tout ça, pour moi, si je dois résumer, l'idée du récit, c'est ouvrir la porte à la discussion, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les gens ont du mal à aller au-delà de leurs idées préconçues sur certains sujets. Et nous, en tant qu'activistes, on a besoin d'ouvrir ces portes et le récit peut contribuer à ça. Donc, encore une fois, je voulais juste faire un petit point, je l'ai évoqué en début de présentation. Un récit, c'est pas raconter des histoires. Donc, par pitié, ne faites pas comme toutes les marques qui inventent des histoires de leurs fondateurs qui sont complètement farfelues. Parlez de vos vraies valeurs, parlez de vos vraies expériences, soyez authentiques, mais par contre, utilisez la force du narratif pour aller à la rencontre des gens qui ne sont pas encore engagés. J'avais mis quelques éléments ici qui sont intéressants à voir, mais je vous partagerai de toute façon les slides. Je pense qu'il y a des éléments dans le récit aussi qu'il faut prendre en compte et comment est-ce qu'on peut utiliser certains sentiments, certaines valeurs pour dépasser des comportements. Donc, par exemple, le fait d'évoquer l'urgence, ça peut permettre de dépasser la question de l'inertie. Le fait d'utiliser le sentiment de colère, ça peut permettre de dépasser l'apathie. Le fait d'utiliser le sentiment d'espoir, ça peut permettre de dépasser la peur. Donc là, il y a un vrai sujet sur les questions climatiques où, en fait, est-ce qu'on doit continuer à faire peur aux gens ou est-ce qu'on doit leur donner l'espoir de ce qu'on peut accomplir si on arrive à effectuer en effet la transformation radicale de notre système. La question de la solidarité comme un moyen de dépasser le sentiment d'isolement, qui est quand même très vrai pour beaucoup de gens qui ne n'agissent pas. Et enfin, l'idée de parler d'empouvoirment pour dépasser ce sentiment d'impuissance. Donc ça, c'est quelques clés qu'on peut utiliser en plus de la question des histoires personnelles pour faire des récits qui engagent. Dernier élément dont je voulais vous parler sur qu'est-ce qu'un récit qui engage dans l'approche personnelle, au-delà de l'approche personnelle. La première chose, c'est donner à voir plutôt que dire. J'aime bien utiliser une métaphore qui m'a été partagée par une grande activiste sur les questions de narratif qui s'appelle Anna Schenker-Osorio, vous pourrez regarder, elle a un super podcast qui s'appelle Words to Win By. Elle dit en fait, arrêtons de parler de la recette, il faut parler du gâteau. Donc, parlons de ce qu'on veut accomplir et pas de la manière dont on va l'accomplir. Donc, donnez plutôt à voir que dire, parler des difficultés, mais aussi de ce qui donne de l'espoir, parler de ce qu'on défend et ne pas répéter ce que disent nos opposants. Ça, c'est un peu un problème qu'on a, c'est-à-dire que nos opposants disent on pense ci, ça, et nous, on dit non, ça, c'est pas vrai, plutôt que de dire, ah bah nous, en fait, on pense ça et ça et ça. Donc ça, c'est un élément très, très important. Nommer, entre guillemets, les méchants, c'est-à-dire qui est responsable de certaines situations d'injustice. On a souvent tendance à dire le climat se détériore, les inégalités augmentent, mais en gros, pourquoi? Par qui? Par quelle décision? Les inégalités augmentent ou les dirigeants des grandes entreprises multinationales ne payent pas suffisamment les personnes qui vont travailler ou exploitent les personnes qui vont travailler. Donc, il y a une différence aussi à nommer ici les responsables des situations. Et bien sûr, le point le plus important, insister sur l'action collective comme une solution pour résoudre le problème. Et ça, c'est vraiment fondamental et je sais que c'est un truc que vous avez à cœur chez Alison. On va passer, parce qu'on n'a pas le temps. Je voulais vous montrer une vidéo, mais ce n'est pas grave. On va plutôt passer à la phase de questions-réponses et je crois que je suis très en retard.
Donc, si les animateurs veulent me dire combien de temps on a pour les questions-réponses, et puis ensuite, on passera à la pratique.